La, consti- la conscience d'Enki était à la lisière entre rêve et réalité. L'esprit engourdi, il avait encore conscience de ce qui se passait autour de lui, mais était dans l'incapacité de réagir. Il était allé bien au-delà de ses limites et avait lutté pour tenir aussi longtemps. Mais cette fois, son combat désespéré semblait être sur le point de prendre fin. Il allait s'endormir et s'enfoncer dans le sommeil. Un sommeil dont il ne se réveillerait pas. Il le savait. Comment cela se pouvait-il? Ce ne devait pas se terminer ainsi. Il l'avait pourtant vu. Ses pensées le préoccupaient un instant, puis la fatigue, le désespoir reprirent leur droit, et il oublia. Il hésita, si fatigué, n'espérait plus qu'à se laisser glisser dans l'inconscience, lorsqu'une voix lointaine arriva à atteindre le peu de conscience qui lui restait. Lève-toi, Enki. Si tu renonces maintenant, tout ceci n'aura servi à rien. N'oublie pas qui tu es. Qui suis-je? Pensa Enki. Oui, c'était aussi pour ça qu'il était venu. Il était grand temps de le révéler au monde, et de voir si le monde l'accepterait. Cette résolution lui permit de tirer une force nouvelle, qui lui permit pour se réveiller. Très vite, il eut la sensation étrange qu'ont parfois certaines personnes au moment du réveil, d'être privées de l'usage de leur corps. L'impression de n'être ni vraiment éveillé, ni vraiment endormi, mais un peu des deux à la fois. Son esprit était désormais parfaitement conscient, il en était même parfois. Il entendait même parfois tout ce que les gens autour de son corps inanimé racontaient. Pourtant, il était incapable de parler ou de bouger, comme si son esprit était réveillé, mais son corps, non, pas encore, du moins. Il lui fallut faire un effort de volonté, et un effort soutenu de plusieurs minutes, avant de pouvoir retrouver le contrôle de son corps et de sa voix. Finalement, il ouvrit les yeux, se réveilla. Non sans surprise, il vit une jeune fille d'environ 18 ans, qui lui était parfaitement inconnue. C'est ma sœur, répondit à sa place Lyra. Se redressant sur son siège, Enki réfléchit. Ce devait être sa voix qui l'avait sorti de son rêve, se dit-il. On ne pouvait se méprendre sur la signification de ses paroles. Cela signifiait qu'elle savait qui il était, qu'il pouvait espérer un certain soutien dans l'ultime bataille qu'il s'apprêtait à livrer. C'était plus qu'il ne pouvait espérer. Il comptait sur cela, bien sûr, depuis le début, sans pour autant se faire trop d'illusions. Tout se passait donc comme prévu, finalement. Décidément, la vie était étrange. Dire qu'un instant plus tôt, tout semblait perdu. Merci, murmura-t-il, d'une voix à peine audible. Si je m'étais enfoncé dans le sommeil, je ne me serais pas réveillé. La jeune fille lui adressa un sourire. Pas de quoi. Tu peux signer ça? Dit-elle, en lui tendant un papier. Enki le prit d'une main tremblante. C'est pour forcer la main du roi, si on était. Il est très tatillon sur ce genre de choses, et pourrait bien te refuser le droit de toucher l'épée, malgré tout ce que tu as fait. Enki s'y attendait. Aucune importance. Une fois qu'il aurait l'épée, ce papier, et ce qu'il contenait, n'aurait plus aucun sens, signature ou pas. Cependant, les quelques mots qu'il lut lui indiquèrent qu'il se trompait sur la nature du document, qu'au contraire, c'était même son exact opposé. On lui accordait le droit de porter le nom d'Evalmont, de jouir de toutes les prérogatives d'un fils de la famille. Il sourit. Peut-être, finalement, avait-il sous-estimé ses gens. D'un pas hésitant et mal assuré, il franchit la porte du palais. La salle d'audience se trouvait dans le grand bâtiment, richement ornementé, devant lequel il était passé en arrivant. En le traversant, Enki remarqua qu'il mêlait l'ancien et le moderne. À l'extérieur, il n'était que fenêtres en ogive et flèches gothiques à l'intérieur. À l'intérieur, il régnait un bourdonnement d'activités modernes. Les murs de la salle d'audience étaient décorés de fresques magnifiques,
qui s'étendait du sol au plafond. Au-dessus du trône, les blasons des 7 grandes maisons royales étaient suspendus, et sur le trône était assis un vieillard à l'air suffisant. Le guérisseur sut, rien qu'en le regardant, qu'il ne devait pas compter sur lui pour accéder à sa requête. À sa droite se tenait un chevalier en armure blanche, et à sa gauche se tenait son fils, son père. Tous les nobles, ici présents, étaient vêtus soit de robes superbes, soit de costumes magnifiques. Malgré tout, ils n'aimaient pas la lueur de mépris qu'ils lisaient dans le regard des courtisans. Votre Majesté, je vous présente le magicien Enki, qui, commença Blaise, avant d'être interrompu par le roi d'un mouvement de la main. Nous savons tout cela. Ce que nous ignorons, en revanche, c'est ce que ça va nous coûter. Ce que va nous coûter ce petit service qu'il nous a rendu. Si je puis me permettre, Majesté, commença Blaise, les sourcils froncés, l'air franchement contrarié. Il ne s'agit pas d'une petite chose. La vie de centaines de personnes a été épargnée grâce à l'intervention de ce magicien. De plus, si l'épidémie s'était étendue, le roi, d'un signe de la main, l'enjoignit à se taire. Si fait, monsieur le duc. Je vous ai bien compris, mais tout est question de perspective. En tant que roi, je vois les choses au niveau du pays et de l'intérêt du plus grand nombre. Si l'on considère les 6 millions d'habitants que compte mon État, la vie de quelques centaines de personnes ne représente pas grand-chose. Blaise se mordit la lèvre supérieure, ce qui était chez lui un signe d'irritation. Comme il aurait aimé rabattre son caquet à ce vieillard condescendant et imbu de sa petite personne. S'il lui avait laissé terminer sa phrase, il lui aurait fait remarquer que si Enki n'avait pas enrayé l'épidémie, elle se serait sans doute étendue au pays tout entier. Mais ce n'était pas une bonne idée d'irriter le souverain, avant qu'Enki ne lui présente sa requête, même si, connaissant les préjugés du monarque, il estimait qu'il n'y avait que peu de chances pour que cette dernière aboutisse. L'attitude du vieil homme ne faisait que confirmer ses pires craintes. En tentant de minimiser les exploits qu'avait accomplis Enki, le monarque signifiait implicitement qu'il était, certes, prêt à offrir une aumône pour bons et loyaux services, du moment que les exigences du jeune homme restent raisonnables. Blaise s'abstint donc de répondre, et se contenta d'acquiescer. Estimant que cet intermède était clos, le souverain se tourna à nouveau vers Enki. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, jeune homme. Toute peine mérite un salaire, que désirez-vous? De l'or? De terre? Une situation? Parlez! Roi d'Ambre, je ne désire rien de tout cela. Je ne souhaite qu'une seule et unique petite chose qui ne vous coûtera rien, ni à vous, ni à votre peuple. Je ne sollicite que l'honneur de toucher le pommeau de l'épée d'Ominx. J'ai des raisons de penser que si l'épée ne me tue pas, elle pourrait bien me sauver la vie. Le souverain fronça les sourcils, visiblement outré par cette requête. Comment osez-vous? Demanda celui-ci. Une petite chose, dites-vous? Le vieillard s'interrompit, se rendant compte que le magicien venait de lui renvoyer le qualificatif qu'il avait lui-même employé un instant plus tôt. Il grogna, puis reprit. Ignorez-vous que l'épée d'Ominx est le symbole de notre pouvoir et qu'elle tue toute personne étrangère à notre famille? Qui aurait l'audace de poser la main sur elle? Je sais cela, Majesté. Malheureusement, dans la situation où je me trouve, je n'ai pas grand-chose à perdre et tout à gagner. Si l'épée me tue, rien ne changera pour moi, puisque dans l'état moribond où vous me voyez, je suis de toute façon condamné. En fait, même dans ce cas, j'y gagne une mort rapide et sans douleur, et le supplice de l'agonie me sera épargné. Et dans le cas très improbable, je vous le concède, où je survive, alors ce sera magnifique, je serai sauvé. Enki leva alors un regard plein de défi vers le souverain et ajouta, même si je ne suis pas légitime. Le souverain, la mâchoire crispée, fixa en silence le magicien, son regard gris, aussi froid que le plus dur des hivers.
La couleur et la haine déformaient son visage. Tous comprirent que quelque chose venait de passer entre le souverain et le magicien, dont la teneur leur échappait. Car en vérité, rien dans les paroles du magicien ne justifiait la colère qui suivit. De son côté, Enki savait désormais que le vieil homme connaissait ses origines et que sa présence ne lui plaisait guère. Il suffit, éricta le souverain. Un silence de mort alors tomba sur la salle d'audience. À l'évidence, la réaction du monarque était excessive, et tous, des soldats, de gardes aux courtisans, en passant par les valets de pied, durent s'interroger sur la raison d'un tel énervement. La princesse se leva, visiblement fort contrariée des réticences du roi, qu'elle ne comprenait pas. Majesté, commença-t-elle, avec une irritation nettement perceptible dans la voix, je ne vous comprends pas. S'il tient à toucher l'épée, tout en connaissant les risques, alors pourquoi ne pas accéder à sa requête? L'épée d'Omenx est le symbole de notre pouvoir, scanda une nouvelle fois le monarque, comme si cette raison expliquait tout. Je ne la souillerai pas en laissant ce bâtard la toucher. Cette fois, la colère brillait dans les yeux de la princesse. Elle pointa un doigt en direction du magicien. Cet homme est dans cet état parce qu'il a sauvé des centaines de vies, dont celle de mon fils. Est-ce que la vie d'un enfant appartenant à votre propre lignée a si peu de valeur à vos yeux? Il n'a fait que son devoir. Un rictus plein de cynisme étira les lèvres d'Enki. Suis-je donc devenu soudain votre sujet, Majesté? Vous aurais-je prêté à un quelconque moment allégeance? Je pense pourtant vous avoir entendu dire que je n'étais qu'un étranger. Il faudrait savoir, si je suis un étranger, je ne vous dois aucune allégeance. Silence, ordonna le vieil homme. Pour qui te prends-tu pour parler à ton roi sur ce ton? En temps normal, il ne se serait pas privé de lui rappeler, pour la raison précédemment citée, qu'il n'était pas son roi. Il aurait accompagné cette déclaration d'une réplique cinglante qui n'aurait pas manqué de faire passer le visage du roi au cramoisi. Mais pour l'instant, et dans l'état où il était, il n'avait plus la force pour ce genre de joute verbale. Il se dit qu'il devait être vraiment dans un état pitoyable pour renoncer à tout esprit de répartie. Enki poussa alors un long et profond soupir. Et baissant la tête, il se résigna. Qui suis-je? Pensa-t-il, d'une voix pleine de lassitude. Plus rien, ou presque. Je suppose juste un homme qui va livrer son ultime et dernier combat. Un silence de plusieurs secondes passa, sans que nul ne s'avisât de le briser. Puis, redressant la tête, il planta son regard dans celui du prince héritier qui se tenait toujours à la gauche du trône et dit d'une voix qui, malgré son extrême faiblesse, fut assez fort pour être audible de tous. « Reconnais-moi ou laisse-moi mourir !» lâcha-t-il dans un souffle. Un murmure choqué parcourut la pièce. La rumeur cessa aussi vite qu'elle était née, lorsque le prince se leva et déclara d'une voix forte: « Il se peut effectivement qu'il paraisse d'origine humble. Je peux cependant vous affirmer qu'il descend d'une très ancienne lignée royale. J'en donne ma parole, et en tant que telle, elle ne peut en aucun cas être contestée. C'est donc à la fois son droit de sang et une obligation liée à son rang que de le soumettre au jugement de l'épée. Pas un mot de plus, je te l'interdis. » L'expression du prince, la manière dont il se retourna, exprimait un certain mépris qu'il ne pouvait totalement dissimuler à l'égard du roi. Le concernant, c'était chose assez rare. À l'ordinaire, dissimulé derrière un masque d'arrogance, il ne laissait jamais filtrer ses propres émotions. Mais, en cet instant, l'expression qu'arborait le prince était bien effrayante. C'était le visage d'un homme dangereux, un serpent lové, prêt à mordre à la première occasion. Quel que soit le personnage qu'il avait créé comme masque à la cour, celui-ci semblait s'être craquelé, si bien qu'à présent, il ne lui restait plus rien pour cacher ses émotions.
que prince de sang, je peux prendre mes propres décisions seul. Puis, se retournant vers la foule des courtisans, il déclara: Comme vous l'aurez sans doute compris, ce jeune homme est mon fils. Il est né avant mon mariage. Au vu et en raison de ses derniers actes, je le reconnais et je lui accorde le droit de porter le nom des Valmont, ainsi que tous les droits et privilèges propres à un prince de sang. Espèce de misérable bâtard, rugit le roi. Non, laissons de côté vos erreurs de jeunesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Je t'ordonne de revenir immédiatement sur la déclaration que tu viens de faire. N'y comptez pas, répondit le prince d'une voix étrangement profonde, qui reflétait une détermination sans faille. J'en ai plus créé que de n'être qu'un souffle de vie dans la nuit. Je suis le roi, ici Sheridan. Moi, et non toi. Moi, dit-il en se frappant le haut de la poitrine. Moi, je suis toujours le roi. Le prince lui fit face. Les deux hommes se provoquaient du regard. Plus pour très longtemps, si vous obstinez dans cette voie. Oserais-tu me menacer? Le prince haussa les épaules avec nonchalance. Je ne fais qu'énoncer une évidence indiscutable. Maintenant qu'Enki est reconnu, ça change tout. Vous ne pouvez persister à renier ses droits de sang. Vous devrez répondre, ou alors vous devrez en répondre devant le conseil royal. De plus, il s'avança et planta son regard gris acier dans celui du vieil homme. Si mon fils meurt à cause de vous, je jure de saisir la première occasion qui s'offrira à moi. Vous brisez! Le souverain, surpris, eut l'air décontenancé, voire même effrayé. Dans le petit monde hypocrite des intrigues de palais, ce type de déclaration était plutôt inédite. Après un instant de flottement, pourtant, le roi se reprit et déclara: Cela ne change rien. Je n'accéderai pas à cette requête. Et quant à ce simulacre de reconnaissance, je saurais bien te faire revenir sur cette déclaration ridicule. Tu sais te faire emprisonner. Le magicien, impassible, lors de l'échange entre le père et le fils, se releva péniblement. Tremblant sur ses jambes, il avait toutes les peines du monde à se tenir debout. Puisque vous n'accédez pas à ma requête, je suppose que je n'ai d'autre choix que de mourir. Il est donc temps pour moi de prononcer ma malédiction. Le roi blêmit. Tous les regards des courtisans étaient braqués sur le magicien. À la lueur déterminée dans son regard, on ne pouvait douter qu'il fût prêt à mourir en véritable prince d'ambre. Le sang dans sa bouche ne l'empêcherait pas de rire. Il mourrait en prononçant une malédiction irrévocable. Tous les princes d'ambre avaient cet étrange pouvoir, à l'instant de leur mort. Tu ne peux pas faire ça, redouilla le roi, d'une voix qui se déterminait, mais qui trahissait l'effroi. Tu n'es pas un vrai prince. Tu n'es pas légitime. Tu n'as pas ce pouvoir. Dans ce cas, pourquoi avez-vous tellement peur? Pourquoi avez-vous l'air si horrifié? Ne vous inquiétez pas. Ma malédiction, c'est à un autre que vous que je la réserve. À lui, l'ennemi d'ambre. Joignant le geste à la parole, il désigna d'un doigt inquisiteur un courtisan entre deux âges, vêtu de noir. Quoi? Opta l'homme, l'air outré. Je ne me laisserai. Taisez-vous, s'emporta Enki. Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour perdre mes derniers instants à échanger des paroles malhonnêtes avec un tueur d'enfants. Blesse n'y tenant plus, leva la main, sautillant d'impatience. Enki, si je te foutre, peux-tu m'expliquer de quoi tu parles? Je l'ai déjà dit, la maladie était d'origine magique. Cette épidémie n'était donc pas naturelle. Elle a été créée par magie noire et lâchée sur ton domaine. La raison, je l'ignore. Et franchement, je m'en moque. Mais c'est cet homme qui en est à l'origine. Comment peux-tu en être aussi sûr?
demanda la princesse, qui semblait être passée au tutoiement depuis qu'elle avait appris qu'il était son frère. La magie a une odeur, et celle qui a provoqué l'épidémie était particulièrement reconnaissable. Cet homme en était imprégné en est imprégné. Je ne me laisserai pas insulter de la sorte, s'indigna le courtisan. Je sais ce que tu as fait. Entends donc ma condamnation au meurtrier des tiens. S'il existe une justice divine, tu brûleras en enfer jusqu'à la fin des temps. Mais dans le doute, tu brûleras sur terre pendant 1 an. Tu souffriras l'agonie des grands brûlés, sans connaître pour autant la délivrance de la mort. Tu brûleras pendant 1 an. Ensuite tu mourras. As-tu compris? Sans attendre une hypothétique réponse, il plongea son regard dans celui de sa victime, et il lut la terreur, simple, primaire, animale. Il s'en délecta, avant de conclure par ce seul mot. Brûle! Sa malédiction prononcée, Enki s'effondra, mort, à n'en pas douter, car la malédiction ne faisait effet qu'à la mort de son auteur. L'homme, transformé en torche humaine, semait la panique dans la salle d'audience. Désormais, les flèches et les épées des gardes le transpercèrent, mais aucune ne l'atteignirent. Rien de surprenant du reste. La malédiction énoncée par le magicien ne disait-elle pas que le supplicié ne pouvait être tué avant la fin de sa peine? Il brûlerait ainsi pendant 1 an, donc, sans connaître la délivrance de la mort. Et au terme de cette année seulement, il mourrait. Une peine appropriée au crime qui avait causé tant de souffrance. Bien évidemment, à force de courir dans tous les sens, il finit par provoquer des débuts d'incendie un peu partout dans la salle. On dut faire évacuer la salle dans la panique, ce qui n'empêcha pas l'incendie de se répandre. Une fois hors de danger, les courtisans et serviteurs impuissants ne purent que regarder le château brûlé. Très vite, le roi invectiva son fils. « Tout est ta faute, toi et ton foutu bâtard !» Il ne put aller plus loin. Comme un éclair, l'épée du prince jaillit de son fourreau et frappa le ventre du souverain. Un tel coup aurait suffi à l'effondrer s'il n'avait pas été porté, s'il avait été porté avec le tranchant et non avec le plat. Il ne fallait pourtant pas y voir une quelconque magnanimité d'un fils pour son père, mais plus le désir sadique du tortionnaire, désireux de prolonger au maximum les souffrances de sa victime. Cela fut d'ailleurs confirmé par un 2e coup d'épée, à l'épaule, un 3e, dans les côtes, un 4e, à la mâchoire. Chaque coup porté avec le plat de l'épée, mais chacun d'eux ayant suffisamment de force pour briser un os. Le prince avait désormais une lueur de folie meurtrière dans le regard. Il frappait avec la frénésie d'un démon, et il ne fait aucun doute qu'il aurait fini par tuer le pauvre roi impotent si l'un des gardes ne l'avait maîtrisé. « Mettez ce fou en prison !» ordonna le roi. « Je ne le connais plus. »« Ne me volez pas mes répliques, père !» répondit le prince, retrouvant son calme, mais avec toujours de la haine dans le regard. « C'est moi qui ne vous connais plus, et c'est vous qui irez en prison. Aux dernières nouvelles, j'étais roi. Il me semble d'ailleurs te l'avoir dit. »« Exact. Je vous ai répondu aussi, il n'y a pas si longtemps, que si vous continuez sur cette voie, il n'y aurait pas de rédemption pour vous, et que je ne répondrai plus de mes actes. Encore des menaces futiles. Tu ne fais rien pour améliorer ta situation. J'aimerais vous retourner la politesse, mais vous êtes désormais au-delà de toute aide. En refusant d'accéder à la requête de mon fils, vous avez provoqué votre chute. Espères-tu des regrets de ma part? Lança le roi, presque émusé. Oh oui, vous allez le regretter, et bien plus vite que vous ne le pensez. N'oubliez pas que je l'avais reconnu. C'était donc la mort d'un prince de sang que vous avez sur les mains. Vous devrez en répondre devant le conseil royal. Pour ma part, sachez que je requerrai la peine de mort. Le roi eut un reniflement méprisant. Ta petite déclaration n'avait aucune valeur légale. Une expression sadique et de profonde satisfaction apparut sur le visage du prince. Oh, je le sais, mais vous vous trompez.
avant d'être introduit dans la salle d'audience, qui avait signé tous les papiers d'adoption. C'est donc bien un prince de sang que vous avez dénié ses droits, et vous devrez répondre. Le roi blêmit. Croyez-vous vraiment que le scrutin en restera là? Blaise se pencha. Croyez-vous que le scrutin en restera là? Lui demanda d'une voix moqueuse le duc. Le monarque remarqua l'hostilité dans leur regard des courtisans. Apparemment, même les plus conservateurs réprouvaient son attitude, et sut alors que tout était perdu. Impitoyable, le prince Sheridan vint alors se planter face à son père et déclara: Le roi Oberon est présentement déposé de son titre, et désormais il ne fait plus partie de la lignée des Valmont. Il est donc privé de tous les privilèges et les avantages qui étaient autrefois les siens. Il est banni de cette maison, à jamais, de cette famille. Emmenez ce bâtard! Il insista particulièrement et à plaisir sur ce dernier mot. 2 gardes s'emparèrent du vieil homme qui gesticulait et protestait. 3 jours après sa destitution, il fut exilé. On l'accompagna à la frontière et on lui signifia que s'il la franchissait à nouveau, le jour serait celui de sa mort. On veilla à offrir à Enki des funérailles dignes des plus grands princes. Ménestrels et conteurs chantèrent l'histoire de ce prince, qui bien que renié et méconnu, avait sauvé son peuple d'une terrible épidémie. Un détail rendait cette histoire particulièrement populaire. Il était en effet de notoriété publique que le tombeau où était censé reposer la dépouille du prince magicien était vide. On n'avait effectivement jamais retrouvé son corps, pas plus que l'épée d'Omenx d'ailleurs, dans les ruines du château. Cette double disparition donna lieu à toutes les spéculations. La plus populaire était que le prince n'était pas mort et, profitant de la panique causée par l'incendie, s'était finalement emparé de l'épée qui l'avait sauvé. Ces spéculations devinrent vite une légende, avant de finir par devenir une certitude absolue. Pour le peuple d'Ambre, il ne faisait désormais plus aucun doute que leur prince magicien avait survécu. Vous en voulez la preuve? Allez donc en Ambre et demandez à n'importe qui, homme, femme, enfant ou vieillard, où est Enki. Il vous expliquera que leur prince s'est retiré dans une montagne, où il attend le jour où son peuple aura à nouveau besoin de lui. Allez-y, essayez, vous verrez. Ils lèveront le doigt pour vous montrer la montagne.